depuis longtemps sur les questions de démocratie, de commun, et on travaille plus spécifiquement sur ces questions-là et sur les questions de municipalisme depuis 2016. Et donc, nos activités sur ces sujets-là visent à soutenir, contribuer, promouvoir les dynamiques et les mouvements municipalistes comme une alternative politique radicale dans les territoires visant à un changement de paradigme. Donc, on travaille sur les questions de démocratie locale et de transition depuis les territoires. Donc, on assiste en fait ces dernières années, ces deux dernières décennies, au-delà ou avec la reterritorialisation des luttes qu'on peut voir dans les ZAD, les luttes climat ou même les mouvements des Gilets jaunes ces 2 dernières années, un retour un peu du monde rural dans les imaginaires collectifs comme un espace à réinvestir et un espace d'opportunité pour expérimenter, des espaces d'opportunité pour expérimenter, tester et voir à accélérer les transitions en cours. Je ne vais pas revenir sur la particularité française territoriale avec nos 35 000 et quelques communes, mais qui est quand même quelque chose à avoir en tête. Et ces dernières années, on a vu aussi, du coup, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui m'ont ramené dans l'espace médiatique et le débat de société, la place du rural, du périurbain, et qui ont reposé un imaginaire de lutte, repositionné voilà, le monde rural dans un imaginaire de lutte et ouvert des dynamiques de changement, non pas dans les grandes villes et les centres urbains, mais depuis les petites communes et les ronds-points. Et ces derniers mois, la crise sanitaire du Covid a montré notamment la fragilité peut-être un peu des centres urbains et poussé une partie de la population où pas mal de questionnements sur un mode de vie urbain, ce qui tourne autour des centres urbains, que ce soit temporairement ou à plus long terme. Ça a questionné en tout cas autour de ces enjeux-là. Et ça a montré l'importance des services publics au plus près de la population, l'importance de la proximité des institutions. Et donc, c'est une question qui a sans doute résonné différemment entre des centres urbains ou des espaces plutôt ruraux. Et donc, on se pose la question aujourd'hui de habiter et changer le monde. Je l'ai dit, je le redis, la rural est-il la bonne échelle pour agir? Et pour y répondre, nous avons 4 personnes autour de la table aujourd'hui que je remercie chaleureusement d'être avec nous. Cédric Zabot, tu es directeur général de l'Association des maires ruraux de France. On a déjà plusieurs fois échangé. Tu nous as fait le plaisir de venir à notre université d'été, donc à l'époque où ça pouvait se tenir en présentiel. Et on était aussi ravis de participer l'année dernière au congrès des maires ruraux de France. Fanny Lacroix, tu es mairesse de Châtel-en-Trièves. Oui, bonjour. Tu as initié le collectif Tous et Maintenant, réinvestir la vie publique. On a eu aussi l'occasion plusieurs fois d'échanger, notamment dans la région justement grenobloise, quand on a fait des rencontres autour des questions des listes participatives, des dynamiques locales l'année dernière, entre autres choses. Aurélien Bernier, tu es auteur et militant sur notamment les questions de démondialisation. On a publié plusieurs ouvrages que tu as écrits aux éditions Utopia, et notamment l'année dernière, L'illusion localiste, l'arnaque de la décentralisation dans un monde globalisé. Et Elisabeth Do, avec qui je travaille au quotidien, qui est directrice de recherche pour le mouvement Utopia et Commons Police. Et donc, on travaille ensemble sur toutes ces questions de dynamique locale et de démocratie locale et de transition par les territoires. On a une bonne petite heure et demie devant nous. On a fait le choix comme la table ronde est avec 4 personnes et qu'on a un temps un peu court, on a fait le choix de diviser l'entretien ou la table ronde en plusieurs questions successives, et on va vous laisser d'abord une première question, on va vous laisser 5 minutes chacun à peu près pour répondre, qui est donc l'échelle locale et municipale vous semble-t-elle suffisante pour opérer des changements face aux États, notamment centralisés, et à un monde globalisé? Et quels sont, selon vous, les leviers pour faire de la ruralité un espace privilégié de changement du monde?
Voilà. Et je vais donc laisser la parole, comme on a convenu dans l'ordre de présentation, donc tout d'abord à Cédric Zabot. Merci. Bonjour, merci à tous. C'est effectivement toujours un plaisir de vous retrouver. D'abord, le titre Habiter, changer le monde, le rural, la bonne échelle pour agir. Évidemment, oui, mais non seulement c'est une bonne échelle pour agir, mais c'est la solution à tous les enjeux de la planète et on essaiera d'y contribuer dans le débat. Aujourd'hui, si on n'y pense pas, c'est justement parce qu'il y a toute une problématique d'abord d'absence d'écran radar de beaucoup trop d'opérateurs de tout ce qui se passe dans le monde rural, et y compris d'ailleurs même nous dans nos réseaux, on a une connaissance relative de toute l'effervescence et toute la richesse de ce qui s'y passe. L'échelle locale et municipale est-elle suffisante pour opérer des changements? C'est évidemment pas suffisant, mais c'est indispensable. Et votre questionnement sur face aux États se pose la question de l'altérité. Est-ce qu'on est en permanence face à l'État, contre l'État? Les élus, très concrètement, c'est beaucoup plus nuancé, on va dire des choses comme ça, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui dépendent de l'État, et notamment des mécanismes assez simples de dotation, et qu'on ne peut pas être en permanence en frontal contre l'État. Par contre, là où on peut avoir un débat qui est effectivement majeur et qu'on essaye d'imposer à la fois localement et nationalement, c'est la question d'une politique d'aménagement du territoire à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, évidemment, à l'échelle mondiale aussi, mais là, on est plus modeste, pour impacter dessus, parce qu'effectivement, on a une certitude, c'est que beaucoup de problèmes de notre civilisation et de notre organisation viendront de la prise en compte de ce qui se passe à l'échelon local. L'échelon municipal, c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure. Sur la question municipale, justement, le sentiment général aujourd'hui, je vais être un peu caricatural pour permettre de lancer le débat, je pense que beaucoup d'acteurs ruraux, et je mets dedans, au-delà des élus, le monde associatif, les acteurs au sens générique, y compris le monde économique, il y a le sentiment d'être très largement méprisé par méconnaissance, voire par stratégie. Et donc là, forcément, il y a une forme d'altérité et qu'il faut, je pourrais documenter ça si vous le souhaitez, de manière plus complète. Par contre, là où c'est une dimension indispensable à la résolution des enjeux tels que vous les posez, c'est notamment de substituer au modèle qui vise à concentrer les richesses, les pouvoirs, l'argent, etc., d'y substituer un modèle de réticularité, un modèle en réseau. Et là, effectivement, la spécificité du monde rural français, c'est qu'il y a cette capillarité maximale avec ces 34 900 communes aujourd'hui. Mais derrière ces 34 900 communes, il y a aussi énormément de hameaux qui vont encore plus. Souvent, il y a des villages qui font 10, 15, 20 hameaux. Donc, cette capillarité-là, elle est complètement hors écran radar. Il y a des choses qui évoluent. On est en train, ce n'est pas un scoop parce que c'est presque déjà public, mais l'INSEE, notre institut national, va enfin changer son regard sur la ruralité puisqu'elle va considérer les ruraux pour ce qu'ils sont et non pas comme le contraire de l'urbain. Et donc, dans quelques semaines, il y aura une nouvelle définition de la ruralité qui sera entérinée par l'Institut national, qui dira, enfin, des choses qu'on dit depuis nous pas mal d'années, qu'il y a un tiers des Français qui habitent à la campagne. Et c'est le fameux 80-20 qu'on a tous appris dans les facs ou ailleurs, c'est faux, et c'était déjà faux avant, mais maintenant, ce sera officiel. Et donc ça, c'est une première marque aussi de reconnaissance. Je vais rapidement sur l'histoire des leviers, j'ai compris que je vais essayer de tenir dans les 5 minutes. Parmi les leviers, j'en cite deux. Il y a la question de comment est-ce que l'ancrage local, municipal par exemple, peut être un facteur pour accélérer la réduction des déplacements non indispensables par la relocalisation à la fois des services. Comment est-ce que nous, par exemple, pendant le Covid, les maires ont joué le rôle de la Poste, puisque la Poste avait une stratégie de disparaître de l'écran radar de proximité, en fermant les agences, en arrêtant de mettre de l'argent liquide dans les agences postales. Typiquement, les maires ont joué ce rôle d'amortisseur. Deuxième lecture plus positive, c'est la question des aménités rurales. Tout ce qui relève ne serait-ce par exemple que l'espace inoccupé, c'est une aménité forte. Évidemment, Fanny qui traite les questions de tourisme, il y a aussi évidemment parmi les choses formidables du monde rural l'attractivité en termes touristiques.
voilà quelques-uns des sujets qu'il faut que vous traitiez. Je termine. Les forces et les faiblesses sur le contexte Covid. Les faiblesses, c'est que les handicaps d'avant, donc les fractures numériques, les fractures sanitaires, les fractures éducatives, elles sont amplifiées en période de crise. L'aspect positif, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, la question de la proximité. Et terminer pour les politiques inspiratrices, ça je vais laisser une élue enchaîner tout de suite dessus, mais il y a tellement de choses qui se passent en milieu rural qui est formidable, qui est SEM, mais un des enjeux, c'est effectivement l'accélération. J'écoutais la fin de votre discussion précédente, là, avant le débat sur le revenu minimal. Voilà, tout ça existe, il faut pouvoir le capter, il faut pouvoir le parter, et ça renvoie à la question de la mise en réseau du monde rural entre lui, mais aussi, et ça j'insisterai beaucoup tout à l'heure dans les réponses, sur le lien urbain-rural. C'est ça qui va nous sauver tous ensemble de pouvoir travailler sur l'alimentation, sur les déplacements, etc. Et il faut faire tomber les frontières administratives que sans doute Aurélie invoquera par rapport à la question de la décentralisation. On nous a opposés les uns aux autres et aujourd'hui on en paye les pots chers, d'abord par les populations qui y vivent. Voilà, merci, désolé d'avoir un peu dépassé. Pas de souci, merci beaucoup Cédric. Du coup, effectivement, tu as répondu déjà aux 3 questions, mais du coup, tu pourras redévelopper, notamment par rapport au Covid et aux politiques peut-être qui semblent à regarder de plus près. Et donc, Fanny, je pense que c'est à toi. Alors, tout d'abord, moi, je souhaiterais affirmer en fait que je n'inscris pas mon action dans une défiance face à l'État, dans le cadre d'une radicalité libertaire face à l'État, et bien au contraire, donc par rapport à la formulation de la question. Pour moi, je pense que l'État-nation n'est pas quelque chose d'antidémocratique, qu'on a besoin d'un cadre national, qu'il est essentiel à la démocratie et qui représente un levier qui est fondamental déjà pour maîtriser la mondialisation, qui a des effets qui sont collatéraux, et aussi surtout qu'il est garant d'une cohésion territoriale et de péréquation entre les territoires, et qu'en ça, il est vraiment fondamental. Donc pour moi, dans ma conception des choses à l'heure d'aujourd'hui, je perçois en tout cas l'État et les communes comme 2 éléments démocratiques essentiels au fonctionnement de notre démocratie. Et que finalement, la problématique réside davantage finalement dans un ordre libéral qui, lui, n'est pas démocratique du tout et qui est issu de cette mondialisation. Voilà, en fait, où cet ordre libéral non démocratique, en fait, il résulterait de l'apparition en fait d'autorités administratives indépendantes, de juridictions à l'échelle européenne qui imposeraient un cadre de plus en plus contraignant en fait, et qui viendrait s'opposer, enfin en tout cas se heurter au gouvernement représentatif qui a été la clé de voûte de la démocratie depuis le XVIIIe siècle. Du coup, parfois, j'ai un peu l'impression qu'on se trompe de cible et qu'il ne faut pas tout mélanger et que l'État, ce n'est pas le gouvernement. Et donc, voilà, je souhaitais déjà remettre ça. Voilà. Et donc, cet ordre politique et normatif, décorrélé en fait du gouvernement représentatif, quelque part, a entraîné un désenchantement démocratique dans la société avec un sentiment en fait de perte de souveraineté, d'une impossibilité d'agir et de fatalisme. Et je crois en fait que c'est ça qui nourrit un sentiment de défiance très important et qui est très problématique dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Du coup, c'était vraiment pour recadrer un petit peu le sens de mon action politique aujourd'hui, où moi, en fait, face à ce constat-là, j'essaye de rétablir, face à la défiance, ce qu'on pourrait appeler l'amitié civique, qui est en fait au fondement du projet républicain. Donc, si vous voulez, moi, par la commune, par mon action, puisque donc ça a été dit, je suis maire d'une toute petite commune en milieu rural qui fait un peu moins de 500 habitants, à Châtel-en-Trièves, qui est dans le sud Isère. Donc, à l'échelle de ma commune, en fait, j'ai l'impression de jouer un rôle essentiel qui va, en fait, si vous voulez, dans une recherche de confiance dans l'édifice républicain, où les communes, moi souvent je prends l'image de l'arbre, où en fait notre édifice républicain est un arbre centenaire, et en fait les communes sont les racines de cet arbre, et donc elles sont multiples, comme voilà, il y en a 35 000, et en fait
elles sont plongées dans le terreau de l'engagement, si vous voulez, et finalement, ce qui fait que cet arbre ne va pas mourir et ne doit pas mourir, c'est la sève qui va aller finalement de ce terreau de l'engagement, qui va passer par les communes et qui va monter jusque dans les arbres et jusqu'au plus haut niveau. Et pour moi, cette sève de l'arbre, en fait, c'est l'accès à la citoyenneté active et aux fonctions électives, et ça à tous les niveaux. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment le sens de mon engagement. Et c'est vrai que du coup, la commune qui est dans cette proximité à cet habitant et qui l'aide à devenir citoyen est très favorable à cela, et en ça doit vraiment être considérée, parce que je crois qu'il y a eu voilà, un certain nombre de réformes et que ce n'est pas allé dans ce sens-là. On est plutôt allé dans un sens d'affaiblissement du rôle de la commune, où on a beaucoup parlé de transfert de compétences, mais à aucun moment le rôle démocratique de la commune est affirmé, alors qu'en fait, il est vraiment essentiel, et ça pour tous les échelons républicains. Voilà. Alors après, la ruralité, effectivement, est extraordinaire par rapport à cette mission première de faire vivre cette démocratie au plus près du citoyen. Et moi, je ne suis pas issue je ne suis pas née dans le milieu rural, puisque j'étais à Paris avant. Après, j'étais à Grenoble, et donc je suis arrivée dans le Trièves, dans cette petite commune, où j'en ai fait l'expérience, si vous voulez, en même temps que la population. Et en fait, si vous voulez, pour moi, ça se résume à quelque chose de très simple. Et c'est ça qui fait vraiment la plus-value de la ruralité. Et c'est pour ça aussi que je m'engage tellement dans ce sens-là aujourd'hui, c'est que c'est un espace dans lequel il est possible d'agir. Par rapport à tout le contexte que je vous ai posé là, au démarrage, c'est-à-dire que c'est un espace possible où, si vous voulez, on peut avoir une action assez immédiate et réactive sur son territoire de vie. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est extrêmement important, parce que quand on est... qu'est-ce qui fait monde? Si on reprend un petit peu des termes philosophiques, mais qu'est-ce qui fait monde, en fait? C'est vraiment le fait de pouvoir se réapproprier son environnement immédiat, de pouvoir jouer avec, de pouvoir se l'approprier. Et donc, j'ai écouté il n'y a pas si longtemps que ça une interview de Michael Fessel, où en fait il parlait d'un très bon film qui est Allemagne année zéro, où en fait on a cette image de l'enfant qui est dans les ruines de cette Allemagne qui sort de guerre, et en fait c'est cet enfant qui tente sans cesse de jouer dans les ruines, qui tente de se faire un toboggan avec cette poutre dans cette ville défoncée. Et en fait, pour lui, voilà, c'est vraiment cette tentative de refaire monde, c'est-à-dire de se réapproprier cet environnement immédiat et d'essayer d'en faire quelque chose. Et je crois que nos territoires ruraux, justement, sont très favorables à ça, parce qu'il y a quelque chose du sensible, d'expérimenter sur son territoire de vie cette capacité, en fait, à reprendre en main son destin, et que voilà, nos communes rurales le permettent très bien. Et en ça, j'en arrive au levier. Pour moi, vraiment, la friche est vraiment quelque chose de très, très riche en termes, justement d'expérimentation de cette citoyenneté active. Et en milieu rural, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'espaces désaffectés. Je pense à des anciennes colonies de vacances qui ont fermé, à des locaux peut-être d'école qui ont fermé, où on a l'impression de voir ça que comme des signes de quelque chose de négatif dans le milieu rural, et où en fait, pour moi, c'est vraiment des espaces où on peut faire travailler l'intelligence collective, où on peut justement donner du souffle à cette démocratie, et ça marche vraiment très très bien. Et c'est ces vecteurs, en fait, si vous voulez, alors j'ai du mal à trouver les mots, mais de désir, de joie, et aussi d'une énergie individuelle et collective qui est assez difficile à nommer tant qu'on ne l'a pas connue, quoi. Et c'est en ça que moi je trouve qu'effectivement, par cette énergie, par ces territoires réappropriés, par le fait qu'on peut toucher du doigt très concrètement et de manière sensible cette dimension de l'existence que je pense que beaucoup d'entre nous en fait ne connaissent pas, tout simplement. Je ne le connaissais pas moi non plus avant d'arriver en milieu rural. Et pour vous dire, c'est comme si j'avais l'impression de voir le monde en noir et blanc et que d'un coup j'ai les couleurs. Et je crois que c'est ça qui peut donner cette énergie à changer le monde. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu dans le temps. J'avoue que je n'ai pas noté l'heure de commencement de mon intervention. Est-ce que ça va, Solène? Oui, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. C'est marrant parce que du coup, je suis moi-même connectée depuis un tiers-lieu qui est installé dans un ancien bâtiment de colonie de vacances qui était abandonné et qui est dans un petit village pour redonner de la vie locale
à la fois bar associatif, coworking, espace de séminaire. Voilà. Bref, comme tu parlais de ce type de lieu. Aurélien, du coup, suite à ce qu'évoquait Fanny comme point de départ, cette ruralité où peut s'expérimenter des choses, qui a aussi été abandonnée, je sais que tu en parles aussi sur les questions de décentralisation. C'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, bon, je suis désolé, je vais faire sans doute un peu le rabat-joie de service, mais c'est vrai que j'ai publié chez Utopia ce livre qui est assez critique sur la décentralisation et sur le localisme, alors, qui n'est pas du tout critique sur l'action locale, hein. C'est-à-dire, je me retrouve tout à fait dans les propos de l'intervenante précédente. Et effectivement, il faut agir partout où on peut, et l'échelon local offre des possibilités d'action qui sont tout à fait intéressantes, et j'ai le plus grand respect pour les gens qui sont investis dans le municipalisme, dans le militantisme à une échelle communale ou locale. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on veut traiter la question, réfléchir sur la question du local et de la décentralisation, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est un problème économique. C'est peut-être le plus évident, un problème économique et un problème d'échelle. C'est-à-dire qu'on est dans un ordre économique international qui est un ordre libéral, mondialisé, et qui est basé sur la division internationale du travail, c'est-à-dire où on a depuis quelques décennies segmenté la production, on a délocalisé un certain nombre d'activités, où on a permis le libre-échange des marchandises et des capitaux, et en fait on a transféré du pouvoir, un pouvoir qui aujourd'hui est considérable, au secteur privé, et on a vu émerger de grandes multinationales et qui aujourd'hui dominent des secteurs entiers de l'industrie et qui dominent aussi les marchés de capitaux, et donc qui déterminent les choix de production, les choix d'investissement, la localisation de la production. Et bien sûr, une production qui est délocalisée et un système de libre-échange qui permet d'importer et d'exporter ce qu'on veut quand on veut, c'est un système sur lequel on n'a pas de prise démocratique. Et donc, si on veut reprendre le contrôle sur l'économie, il va falloir affronter les grandes multinationales, et moi je pense dans un affrontement qui va être dur. C'est-à-dire que voilà, ça va être une vraie bataille politique, une vraie bataille économique, et on a besoin d'avoir une taille critique pour mener cette bataille. Et le problème de la commune ou de l'échelle locale, c'est qu'on n'a pas cette taille critique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un problème social. C'est-à-dire qu'on est dans une logique aujourd'hui de casse de ce qui nous reste d'état social. On est dans une logique de démantèlement des services publics, de privatisation généralisée. Et la décentralisation est un levier pour imposer cette austérité et pour accélérer cette casse sociale. Et ça l'a été historiquement dès le départ. C'est-à-dire que dès la loi de décentralisation du début des années 80, on savait qu'on avait des dépenses qui allaient augmenter de façon structurelle, notamment les dépenses pour aider les entreprises en difficulté en période de crise, les dépenses sociales. Et donc, on a opéré un transfert de compétences aux collectivités, et on leur a en même temps transféré l'austérité. Et on a eu une espèce de pacte où finalement les élus des nouvelles structures, je ne parle pas des communes, mais là des départements ou des régions, ont accepté de gérer cette austérité contre évidemment une reconnaissance, un pouvoir politique
qui leur était donnée. Mais le problème, c'est que cette austérité n'a fait que se confirmer. Et les élus, bien sûr, vivent de plus en plus de transferts de compétences avec de moins en moins de transferts budgétaires. Et donc, on se trouve confronté à une réduction du service public ou bien à des logiques de privatisation, comme par exemple certaines régions qui ont décidé de privatiser des lignes de transport ferroviaire. Et tout ça crée un problème qui est un problème extrêmement grave d'inégalité territoriale. C'est-à-dire que selon que vous êtes un territoire riche ou un territoire pauvre, vous pouvez avoir accès aux soins ou pas, vous pouvez avoir accès à certains services ou pas, vous pouvez payer plus cher certains services, et voilà, pour travailler dans le secteur de l'énergie, il y a par exemple un problème qui est rarement évoqué quand on parle de décentralisation de la production énergétique, c'est celui du prix, puisque dans un système de service public national, on a une péréquation tarifaire. Quand on sort de ce système, on tombe dans une logique de marché où, à terme, les territoires risquent de payer des prix différents pour accéder à l'énergie. Et bien sûr, ça va renforcer les inégalités territoriales. Et moi, ce qui me paraît gênant, c'est que quand on écoute les travaux de gens sur le municipalisme et qui défendent le municipalisme, ce qui est tout à fait leur droit, mais on a toujours cette question de la solidarité territoriale qui apparaît à un moment donné, et la réponse est toujours il faudra trouver des mécanismes. C'est-à-dire qu'on renvoie à demain, à une autre réflexion, le fait de trouver des mécanismes de solidarité. Or, il y a un mécanisme qui existe, il y a des mécanismes qui existent. C'est l'État qui peut organiser la solidarité territoriale, c'est les services publics qui garantissent un accès équivalent à tous. Et voilà, on est en train d'accepter de casser cette solidarité territoriale d'un côté sans avoir de perspective concrète de reconstruction. Et puis, pour terminer, je crois que le troisième problème de la décentralisation et du local, c'est un problème institutionnel. D'une part, les institutions européennes, c'est-à-dire que la contrainte libérale sur les territoires aujourd'hui provient davantage de l'Union européenne que des États, que de l'État. Et on a une Union européenne inféodée aux multinationales, au libre-échange, et qui impose cette vision libérale, y compris aux collectivités locales. C'est-à-dire que pour avoir des aides de l'Union européenne, vous devez respecter les principes de libre concurrence, de libre-échange, etc. Donc ça pose un problème institutionnel, comment sortir de cette logique eurolibérale. Et le problème institutionnel, c'est aussi un problème démocratique, c'est-à-dire que les institutions locales, et Fanny Lacroix l'a dit, et j'en suis assez heureux, les institutions locales ne sont pas plus démocratiques que les institutions nationales. C'est-à-dire que quand vous regardez comment sont conçues ces institutions, voilà, la place du citoyen est aussi marginale que dans les institutions nationales. C'est-à-dire que la démocratie locale est laissée au bon vouloir des élus locaux. Et donc, on peut être un élu soucieux de démocratie et organiser la démocratie locale, et on peut être un véritable autocrate qui décide de tout faire sans les citoyens. Et je pense qu'on a tous des exemples des deux. Et puis, le problème démocratique, mais Cédric Szabó en dira peut-être un mot, c'est aussi le problème de l'intercommunalité, où on nous a vendu la décentralisation comme le fait de rapprocher le pouvoir des citoyens. Bon, en même temps, on était en train d'éloigner le pouvoir des citoyens avec l'intégration européenne, avec la mondialisation. Mais en plus, l'intercommunalité recrée
un espèce de jacobinisme décentralisé. C'est-à-dire que la commune se trouve de plus en plus dépossédée de ses compétences et voilà, une assemblée où les gens ne sont pas élus au suffrage universel direct, eh bien, gère de plus en plus de compétences pour le compte des communes et ça pose un véritable problème de démocratie. Merci Aurélien. Je vais passer la parole à Elisabeth. Merci. C'est une belle transition, en fait, cette question de la démocratie. Alors, je vais repositionner aussi mon point de vue. Je ne suis pas du tout experte de la ruralité. Et pour nous, c'est un thème qu'on regarde d'autant plus attentivement que, en fait, c'est un angle mort dans une spécificité française qui est quand même forte, en fait, de cette multitude donc, de communes et de communes de petite taille qui font beaucoup. Et on parle beaucoup des villes, du changement par les villes aujourd'hui. Et donc, dans notre approche du lien au local, en fait, c'est d'autant plus important d'intégrer cette dimension-là. Puis j'habite aussi par choix dans une commune rurale, donc ça fait encore plus écho à nos travaux. Je voulais juste repositionner donc ce point de vue pour dire combien il fait écho en fait à nos travaux sur le municipalisme à Utopia, et il fait très bien d'ailleurs le lien avec la précédente discussion en plénière sur le rôle des élus, le lien du mouvement à l'échelle locale, au territoire et aux mobilisations, qu'elles soient extra-institutionnelles ou institutionnelles. Et donc, oui, ce problème démocratique, c'est une entrée qu'on a saisie avec le programme Municipalisme, Territoire et Transition à Utopia, justement pour interroger à travers une forme de proximité, donc cette démocratie du proche, quelle capacité de réinvention démocratique il y avait au local, quelle capacité il y avait justement suite aux relocalisations des luttes et quelle capacité il y avait pour des citoyens de vouloir réinvestir cet échelon-là, justement pour améliorer leur quotidien. Alors c'est vrai qu'on a cette entrée par le niveau local, qui est au niveau aujourd'hui un niveau local par lequel les gens sont touchés assez fortement par les crises, s'organisent et vous l'avez rappelé tous par des formes d'auto-organisation. On voit beaucoup, donc Solène, tu as cité les ZAD, il y a aussi tout le mouvement des communs, tout le mouvement des tiers-lieux qui est particulièrement actif et puis qui a montré sa vitalité aussi dans les espaces de ruralité, notamment à l'heure du Covid, et ça on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et nous, dans les formes de reconquête démocratique, on voit le local comme un niveau qui n'est pas isolé sur lui-même, mais qui part d'un niveau local pour changer le monde. Qui part du niveau local pour s'inscrire dans des dynamiques translocales. Et c'est vrai qu'il y a une insuffisance des discours et des récits là-dessus. Et Aurélien, je note cette critique à l'égard d'un mouvement municipaliste qui prétendrait vouloir tout résoudre depuis un échelon local qui a un horizon limité à cette échelle-là. Or, ça n'est pas le propos. Et justement, nous, ce qu'on observe dans la spécificité de ce mouvement-là, c'est que c'est d'abord un mouvement international où il y a quelque part comme une éclosion de cette tendance-là au local, mais dans la volonté de s'interrelier. Et alors là, je dirais au niveau des leviers qui existent via ce mouvement et que je trouve intéressant parce que justement, il dépasse le seul horizon local et il s'inscrit dans l'articulation à d'autres échelles. Tu vois que par exemple, à Naples, en fait, il y a une dynamique municipale d'implication des habitants avec une prétention d'auto-organisation, parfois municipaliste portée par certains élus. Et en même temps, sur le sujet de l'eau, la municipalité a engagé les citoyens à se mobiliser à l'extérieur de la municipalité pour aller interpeller des niveaux gouvernementaux, nationaux, parce qu'elle était insuffisante à cet endroit-là pour pouvoir agir et donc pouvoir investir en chantier une conquête et une lutte en fait en réseau et en mobilisation. Donc en sachant que justement on était dépendant de ce niveau-là. Au niveau européen, il y a également une forte tendance. Il y a un groupe en fait d'élus donc italiens, néerlandais, espagnols et français qui s'est réuni autour d'une dynamique qui s'appelle Municipalize Europe et qui fait suite aux travaux donc, de l'Observatoire des multinationales, du Transnational Institute sur les 1400 cas de remunicipalisation dans plus de 58 pays du monde et qui va essayer d'œuvrer dans un plaidoyer européen et d'agréger des forces également à cette échelle-là pour que, contre les directives Bolkestein, en faveur d'une remunicipalisation des services locaux, mais avec participation citoyenne, il y a aussi un mouvement qui s'engage dans un travail de mise en réseau, et c'est ce que Cédric a indiqué, la ruralité, c'est cette capillarité.
Mais le municipalisme, c'est aussi cette capacité à travailler en translocale. Et ça, je voulais vraiment insister là-dessus pour dépasser cet horizon localiste qui est dangereux. Et ce que je reconnais en revanche, et aujourd'hui on est en train de l'appréhender fortement, donc on a beaucoup suivi avec le mouvement Utopia et puis nos partenaires, que ce soit Action Commune, la Belle Démocratie, le Pacte pour la Transition, et puis d'autres encore, l'émergence de ces listes citoyennes ou municipalistes ou participatives pendant les élections municipales, avec la volonté de rompre avec une certaine façon de faire de la politique, mais quelque part une insuffisance dans cette promesse-là à s'intéresser à ce cadre institutionnel qu'Aurélien, tu soulignais aussi. Donc aujourd'hui, on a des élus qui sont en fonction, qui découvrent une mécanique et une complexité de l'action publique qui les dépasse, un rôle d'élu auquel ils ne sont pas préparés. Il manque un service public de la formation des élus. Il manque un renouvellement de ces fonctionnements-là. Et il manque aussi peut-être une action, j'allais dire collective, sur ce cadre institutionnel qui donne des possibilités aux municipalités, aux communes et au niveau local de faire changement, et depuis la ruralité jusqu'à des échelles plus grandes, mais qui limite aussi dans les marges de manœuvre et dans les moyens. Et on a un sujet, il y a eu une loi de décentralisation qui a été programmée dans les discours politiques. Pour l'instant, elle n'est pas agendée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un chantier qu'on regarde de près à Utopia parce que justement, on se dit, on est plusieurs acteurs qui, par les communs, avec les partenariats publics communs, les façons d'appliquer les habitants, qui, sur l'illusion localiste, sur l'échec des lois de décentralisation passées, montrent à la fois des constats et des propositions pour essayer de dépasser ces zones de blocage qui font de l'espace local et rural et communal des espaces de promesses, mais en même temps des espaces d'insuffisance. Et donc, comment travailler aussi l'articulation avec ce prochain rendez-vous politique et institutionnel d'une loi de décentralisation qui mériterait qu'on mette en commun nos constats et nos propositions sur ce point et qu'on fasse peut-être avancer, si ce n'est pas la loi, parce que aujourd'hui, la configuration avec le gouvernement actuel ne le permet pas, au moins un débat public pour montrer qu'il y a une vivacité de propositions, d'expériences qui va dans le sens d'une meilleure articulation et oui, de territoires au local qui peuvent changer le monde pleinement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que du coup, je vois le temps qui passe, puis il y a d'autres questions et j'interviendrai peut-être à un autre moment. Merci Elisabeth. Du coup, effectivement, on a un petit peu dépassé le temps imparti, mais du coup, je vais vous redonner la parole 3-4 minutes chacune et chacun. Et on voit bien que là, il y a la question de l'articulation des échelles qui émerge un peu au centre de tout ce qu'on se dit. Cédric, tout à l'heure, tu parlais de comment articuler ruralité, urbanité entre ville et campagne. Bon, il y avait deux autres questions qu'on avait mises au pot commun qui étaient sur ce qu'on a vécu ces derniers mois, avec la crise du Covid, comment ça avait fait émerger des dynamiques, notamment au niveau rural, qui sont à la fois, quelles forces et faiblesses de cette ruralité, en fait, sont peut-être, comment dire, accentuées par cette situation. Et il y avait la question de politique peut-être innovante que vous auriez soulignée dans cette période-là ou par ailleurs. Mais j'ai envie de creuser un peu cette question de l'articulation. Donc, je ne sais pas, Cédric, si tu veux réagir là-dessus. Ouais, 3-4 minutes. Oui. Ouais, je viens dire, moi, je mets mon chronomètre, comme ça sera plus simple. Sur cette articulation, j'y reviendrai juste après. Je veux quand même réagir à deux, trois éléments qui ont été évoqués par les trois autres personnes, et en particulier répondre aussi ou discuter plutôt sur ce que disait Aurélien sur la question de la taille critique. Pour nous, enfin pour moi en l'occurrence, parce que c'est moi qui viens, je pense que l'argument de la taille critique, c'est une des modalités de domination du modèle de concentration sur le reste. C'est une manière d'invalider l'action publique locale et de dire vous n'êtes pas assez, on ne peut pas traiter la question de l'alimentation à l'échelle d'une intercommunalité. Il faut raisonner beaucoup plus large sur un bassin de vie beaucoup plus vaste. On ne peut pas traiter la question de la mobilité à l'échelle d'une commune. Tant qu'on sera dans cette logique-là,
on donnera raison à ceux qui témoignent de cette idée qu'il faut être nombreux, il faut avoir tous les pouvoirs, et là, on a le droit de décider. Je prends un exemple très concret sur la question de la mobilité. Il y a une loi qui s'appelle la loi d'orientation sur les mobilités, donc pas une loi d'action, qui est une loi d'orientation, et qui dit je prive les communes de toute capacité à agir là-dessus, et je transfère ça aux intercommunalités si elles le veulent bien, et si elles ne le veulent pas, ou si, dit autrement, elles ne le peuvent pas, ce qui est aujourd'hui essentiellement le cas pour beaucoup d'intercommunalités, c'est la région qui va s'en occuper. Donc, hop, on retransfère et on délocalise et on supprime la proximité. Et donc, on perd cette capacité d'analyse de la réalité locale. Voilà. Et donc, c'est aussi le pendant il ne faut pas non plus, romancer la question de ce que je disais au tout début de ma première intervention. Le local en lui tout seul, il ne peut rien non plus. Ça, on en est bien d'accord. Mais sur la question de la mobilité en particulier, il y a besoin de dialoguer avec d'autres opérateurs. C'est le sens du programme là, qu'on a lancé avec Unicité sur 15 territoires. Les territoires ruraux s'engagent pour une mobilité durable. On va aller interroger, on va aller pratiquer sur une quinzaine de territoires cette question-là, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en milieu rural, derrière le méta-message de les gens utilisent tous leur voiture, c'est qu'en fait, les solutions qui sont apportées ne sont pas moins économiquement non rentables que le STIF à Paris, que la RATP ou la RTM à Marseille ou le Citral à Lyon, mais comme c'est plus loin, comme c'est moins dense, comme c'est moins structuré, on ne s'en occupe pas. C'est les fameuses petites lignes. Hein. Je dis toujours, quand je m'approche d'une petite ligne et d'une ligne de TGV, les deux rails sont séparés de la même envergure, donc il n'y a pas de petite ligne. C'est juste parce qu'on les regarde de plus loin. Et donc forcément, on les regarde parce qu'elles desservent moins de population, etc. Et donc ça, il faut vraiment faire attention à ce piège-là qui nous est tendu tous les jours, de dire aujourd'hui, on ne va pas y arriver parce que vous êtes trop petit. Moi, je défends l'idée complètement inverse, c'est que du bas bruit de quelque chose d'éminemment sous-jacent, parfois anonyme, ce que disait un peu Fanny sur sa manière d'agir au niveau local, c'est discret, c'est anonyme, elle ne fait pas de communiqué de presse, mais quand elle est en interaction avec ses habitants, elle est en interaction avec ses habitants. Et elle va aller satisfaire une réponse d'un citoyen qui est, par exemple, dans une difficulté particulière. La question, c'est pourquoi elle n'a pas plus de moyens pour le faire. Et là, effectivement, je rejoins complètement l'analyse qui a été faite aussi par Aurélien sur cette partie-là, sur la manière dont les territoires ruraux sont parmi les principales victimes de ce modèle de concentration. C'est évoqué, j'ai vu sur la liste là, de discussion. La métropolisation, c'est une stratégie d'aménagement du territoire et on a transféré le modèle de relation des entreprises à la question des collectivités. Et donc, j'en viens à ma question, au point sur la question articulation urbaine-rurale. Le défi principal pour les collectivités locales, à l'échelon des communes, des départements et des régions, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, ces collectivités prennent conscience qu'en fait, nos habitants, ça fait bien longtemps que cette interterritorialité, ils la vivent tous les jours. Ils se déplacent, ils habitent, ils consomment du loisir, on le voit aujourd'hui, c'est déplacement de loisirs, déplacement professionnel. Et pourtant, la réponse publique, elle n'est pas à la hauteur, alors qu'ils le pratiquent. L'alimentation, tout ce qu'on mange à Lyon, ça vient par définition des campagnes. Et aujourd'hui, quand je regarde par exemple l'élection municipale à Lyon, puisque c'est là-bas que je vis, aucun point du programme de la liste qui a été élue n'évoque la relation à l'autre en voisin. On évoque les relations internationales, donc il y a un adjoint ou vice-président de la métropole sur les relations internationales, mais il n'y a strictement rien pour parler du voisin. Et je me souviens que dans la crise, pour répondre aussi rapidement là-dessus, pendant la crise, nous, on a passé un deal avec France Urbaine, l'association des villes et des métropoles, en leur disant, vous avez des jeunes, on sait que c'est compliqué à les gérer pendant cette période, notamment en sortie de confinement, et bien, on vous propose, toujours aussi dans une logique très intéressée, ça a été dit tout à l'heure sur la question des friches, en disant, nous, on a des espaces aujourd'hui pour vous accueillir, on a des espaces pour pratiquer du loisir et on veut bien créer ces côtés bilatéraux. Et ça répond aussi à la question, par rapport à la formulation de votre débat, sur la question collectivité face à l'État. Moi, je pense qu'il faut contourner ce sujet-là, non pas pour ne pas y répondre, mais les alliances, ce n'est pas qu'entre communes, c'est les alliances entre communes
et acteurs associatifs, c'est les rencontres entre collectifs. C'est comme ça qu'on va réussir la transition énergétique, la transition écologique. Tous ces sujets-là, et ça, c'est un défaut, non pas politique des maires, c'est l'histoire même de notre République fait que ce sont les représentants de l'État et qu'à un moment donné, ils sont normalement, et c'est logique, dans ce rôle-là d'incarnation de l'État pour aller représenter la République là où l'État ne peut pas. Donc, il faut garder cette contradiction-là comme étant une base de données. Mais de l'autre côté, il faut aujourd'hui aller dépoussiérer cette question des relations entre les acteurs. Et là, effectivement, les élus ont du travail à faire dans les villes comme dans les campagnes, de ne pas toujours attendre l'État. Moi, j'ai participé à plein de réunions techniques avec les ministres pendant la période du confinement. Et toutes les associations, en particulier les plus de plus grandes collectivités, disaient à l'État, donnez-nous un cadre. Résultat, on a eu le protocole sanitaire pour la question des écoles. Et résultat, tout le monde s'arrachait les cheveux parce qu'on avait demandé, plutôt que de revendiquer une autonomie à agir et d'adapter la réalité avec des principes de sécurité élémentaires, on a demandé à l'État. Et alors là, l'État, il est ravi de ça. Et donc, il faut trouver autre chose. Il faut aller construire des collaborations de proximité, mais aussi, et c'est là un des enjeux, et tu parlais, Valérien, sur la question des inégalités territoriales, la question du très haut débit. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une lubie, c'est qu'aujourd'hui, ça permet déjà, et ça permettra encore plus, j'allais dire, à tous les ruraux du monde entier de travailler ensemble sur ces questions-là, de pouvoir échanger sans être obligé de passer par la centralité. Et ça, c'est déterminant. Mais encore une fois, on doit travailler sur les questions relations urbain-rural et qui permettent de faire tomber la question de l'incarnation de ce libéralisme que vous critiquez dans la manière d'organiser les choses. La question du télétravail n'est pas une fin en soi, mais on voit bien que si on le gère correctement, et l'ouverture des négociations là, entre les partenaires sociaux et le patronat, peut être une piste, si on sécurise le salarié, pour relocaliser du temps de travail dans les territoires, même si aujourd'hui, on ne va pas, et franchement, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui nous pénalise de ne pas avoir des centres tels que la Défense, par exemple, ou la Part-Dieu à Lyon. C'est très bien que ce soit là où c'est. C'est plutôt la question de savoir aujourd'hui, dans par exemple l'attractivité qui a émergé de manière sporadique là, pendant le confinement, enfin oui, pendant le confinement et après le confinement, la question c'est que ça amplifie des phénomènes qu'on connaît déjà, qui sont très anciens en France, c'est-à-dire le regain et la croissance du monde rural dans sa population. C'est rien de nouveau, hein. L'exode rural, ça fait quand même belle lurette que c'est terminé, même s'il y a des territoires qui souffrent encore. Et globalement, aujourd'hui, c'est cette pratique, j'allais dire massive et progressivement qu'il le sera encore plus, d'un rééquilibrage dans l'occupation du territoire par les citoyens eux-mêmes, et qu'il faut que nous, on soit en capacité de les accueillir. Et c'est là où, effectivement, il faut faire les combats pour pouvoir reconquérir de la capacité d'agir au niveau local. Et ça, c'est effectivement, bon, accessoirement notre boulot en tant qu'association, mais c'est le boulot de tout élu, finalement, dans son rapport de force avec les territoires. Ce matin, la question de l'alimentation, j'ai assisté à une réunion là, en Saône-et-Loire. C'était intéressant de voir comment le président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire dit comment est-ce qu'on s'adresse aux métropoles pour pouvoir travailler sur la question des débouchés de la production de nos agriculteurs. C'est une question, entre guillemets, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais la manière dont elle est posée aujourd'hui dans le rapport interterritorial entre ces métropoles qui sont des nains démocratiques. Prenez le temps de regarder les statistiques. Je sais qu'au journal de 20h, on nous dit la participation, elle s'est effondrée, etc. Mais à la campagne, elle est restée très, très, très supérieure à ce qui s'est passé dans les villes. À Lyon, moi, à peine un électeur sur 4 a voté, par exemple, à l'élection métropolitaine, qui est typiquement la fausse bonne idée de démocratiser, soi-disant, la question de l'intercommunalité, puisque à la fin, vous avez sur les 57 communes de la métropole de Lyon, plus d'une dizaine de communes qui n'ont pas de représentants à l'intérieur de la métropole. Donc le modèle démocratique de dire il faut élire le président de l'interco au scrutin démocratique, là aussi, c'est une des incarnations de ce faux-nez du libéralisme pour travailler la question démocratique, alors qu'en fait, le sujet, il est que ça doit être mieux travaillé. C'est pour ça que je ne suis même pas du tout d'accord sur la question de l'échelon local n'est pas plus démocratique que l'échelon européen. Ça, je ne peux pas le laisser dire, parce que je peux entendre qu'il y ait des
Des autocrates, oui, j'entends, j'en croise aussi, mais il y a cette capacité justement, par la proximité, de traiter autrement la question qui est à arbitrer. Et qu'il y a notamment beaucoup de décisions publiques, bien plus qu'à la ville, qui sont impactées par la capacité d'écoute de l'acteur local, qui est le maire ou son équipe municipale. Et Fanny, je sais, elle l'a fait sur plusieurs projets, on sait où on veut aller, parce qu'il faut arrêter aussi avec ce truc, on va dire, on a une légitimité. Dans les territoires ruraux, plus de 90% en 2014 sur la participation. Si vous enlevez l'effet Covid en 2020, on reste sur des étiages très forts. Donc, ces gens-là, ils ont une légitimité démocratique, ils savent où ils veulent aller. C'est pour ça, nous, qu'historiquement, on demande aussi la suppression du panachage en dessous de 1000 habitants, c'est-à-dire sur l'essentiel aujourd'hui des communes de France, parce que finalement, vous vous retrouvez à gérer un conseil municipal que vous n'avez pas forcément choisi. Si vous êtes bon, vous faites élire les 7, les 11 ou les 15 de votre liste, mais si c'est plus compliqué, vous vous retrouvez dans une équipe où finalement, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une équipe élue sur un projet, ce qui est aussi une manière incidente de traiter la question de la parité. Et donc, voilà. Donc ça, c'est des sujets où aujourd'hui, c'est très largement perfectible, mais on ne peut pas dire que c'est aussi peu démocratique que le Parlement européen. Là, ce serait caricatural. Merci Cédric. On va passer la parole à Fanny. Alors, je voulais réagir sur quelques éléments. Déjà sur la taille et le fait, oui, ce que tu disais Cédric, le fait qu'on soit petit. Donc, certes, on n'a pas forcément beaucoup d'habitants, mais on oublie parfois qu'on a des montagnes, des torrents, qu'on a de l'énergie, on a de l'air, tous ces biens communs. Et ça, du coup, ça pèse assez peu dans la balance quand on essaye de parler, qu'on résume en fait à la population un territoire qui est très vaste avec plein de thématiques à gérer qui sont de la gestion de l'alpage à la gestion de cours d'eau, etc. Donc, ça, c'était une petite chose que je voulais rajouter. Après, moi, je n'ai pas l'impression, si vous voulez, dans mon mandat, d'être déconnectée de l'ensemble des échelons, au contraire. C'est-à-dire que moi, je vois ma fonction comme une fonction d'éducation populaire et d'animation d'un débat assez exhaustif avec mes habitants sur leur vision d'un certain nombre d'enjeux de politique publique, mais pas forcément que locale. C'est-à-dire que moi, je joue vraiment de la clause de compétence générale de la commune, hein, c'est-à-dire que si vous voulez, on ne peut pas demander aux gens de réfléchir avec une partie de leur cerveau. Je suis absolument contre le fait de se dire c'est pas ma compétence, j'y vais pas, donc on réfléchit de manière séquentielle. Enfin, c'est pas ça qui crée de l'intelligence collective. Donc moi, là, j'ai vraiment un parti pris de dire qu'on pense le monde et le monde global. Et on s'autorise, si vous voulez, à penser les enjeux de société sans avoir cette grille, en fait, qui est une grille de service, hein, qui est une grille de technicien, de dire finalement cette compétence, elle est au département, celle-là à la région, et donc je n'en parle pas. Donc nos citoyens, ils ont besoin d'appréhender les choses avec la totalité de leur cerveau, puis les élus aussi. Donc moi, j'ai vraiment une vision de ma fonction comme d'animer, si vous voulez, ce débat local, de construire avec mes habitants, avec l'ensemble des parties prenantes de mon territoire, une vision assez globale, et d'après de me faire le relais vers les acteurs qui sont du coup les mieux placés pour appliquer, en fait, pour mettre en œuvre les différentes politiques. Mais je ne vais surtout pas alourdir le citoyen de ça. Je me dis, sinon on tue effectivement toute tentative de réappropriation de la démocratie par nos citoyens, quoi. Donc je me dis ça, après c'est une question finalement de technicien, quoi, de savoir comment est-ce qu'après on fait pour construire les choses. Donc vraiment, je m'autorise à penser vraiment la globalité des choses sur mon territoire avec mes habitants dans une proximité que je pense aucun acteur est en capacité de faire mieux que moi. C'est-à-dire que quand je fais une réunion publique sur mon territoire, j'ai 100 personnes dans la salle sur une population de 500 habitants. Donc j'ai 1/5 de ma population qui est là, quoi. Et après, je sais qu'il y en a qui ne sont pas là parce que je la connais très bien, donc je vais aller toquer à la porte, je vais faire des questionnaires, mais je sais que j'ai une vision quand même avec un taux de retour qui est quand même qui est de qualité, quoi. Après, l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est qu'on constitue aussi une forme d'intercommunalité choisie quand on est maire et qu'on a envie de faire écho à ces projets. C'est-à-dire que certes, il y a les EPCI tels qu'on les connaît, mais il y a aussi des affinités qui se construisent sur des visions politiques qui transcendent complètement, si vous voulez, tout ce qui est institutionnel et qui fait qu'on construit cette intercommunalité choisie et qui est assez très agréable à faire vivre. Et parmi ces intercommunalités choisies, il y a des associations qui existent et donc je me sens tout à fait
tout à fait dans ce rôle-là de relais quand je suis engagée à l'Association des maires ruraux de l'Isère, où je dialogue avec un certain nombre de maires de mon département, ou que je suis dans le cadre du centre de gestion de l'Isère aussi. Alors là, c'est à l'échelle du département, ou même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des formes de réseaux qui existent déjà et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis enfin, il y avait aussi une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur ce lien entre l'urbain et le rural. Je crois que c'est vraiment, tu l'as dit Cédric, c'est très très important et c'est de cette coopération, de cette relation qu'il y a beaucoup de choses où on pourra tisser des solutions. Moi, ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, et c'est comme ça que je le ressens, alors je ne sais pas si c'est spécifique au territoire de l'Isère, mais on a des métropoles effectivement qui se verdissent et qui ne sont pas du tout à l'écoute des territoires ruraux, avec, si vous voulez, une forme de... Alors, je ne sais pas si c'est complètement, si vous voulez, conscientisé, mais on a l'impression de ne pas du tout être dans le coup. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hégémonie de la ville et de la métropole, et c'est ce que tu disais un petit peu, Cédric, avec Lyon, mais on ne se sent pas du tout dans une forme d'intégration de la fragilité des petits. Et donc, je me dis quand même que la question de la reconnaissance et enfin, il y a quelque chose d'éthique derrière ça où je me retrouve pas du tout. Je pense qu'il y a une. Enfin, bon là, nous on a eu, c'est vrai, des choses assez rocambolesques qui sont passées sur la constitution de la gouvernance de la métro grenobloise, quoi. Mais où on se dit, il y a quand même un gros décalage entre les résultats électoraux, la percée des Verts, et en même temps si peu de considération pour les petites communes de milieu rural. Donc ça me fait souci, si vous voulez. Et je tenais à le dire. Et puis enfin, ce qui n'est pas facile, par contre, dans la mise en réseau, c'est vrai que dès qu'on essaye de dépasser un petit peu l'échelle communale et de se placer sur des échelles qui pourraient être départementales ou régionales, il y a quand même des logiques de parti qui existent dans la mise en réseau des acteurs. Alors, sauf dans les associations que je vous avais dit précédemment, où moi je me sens plutôt à l'aise, donc des logiques partisanes, où si vous voulez, nous, comme si on incarne le rassemblement sur nos communes, donc on ne peut pas se mettre dans un cadre partisan puisqu'on n'est pas du tout dans ces logiques-là, en fait, si vous voulez. Et donc, ça peut peut-être freiner aussi une certaine forme de mise en réseau. Et puis après, juste pour terminer sur la question du Covid, donc moi, je crois que le Covid, il a vraiment révélé les forces, en fait, de la ruralité. En tout cas, moi, sur mon territoire, c'est assez évident. Déjà sur la capacité, même à des échelles ultra-locales, à développer des formes d'autonomie, et notamment sur l'autonomie alimentaire. Cédric, tu en as beaucoup parlé, mais je crois qu'il y a vraiment des exemples très percutants d'autonomie alimentaire qui sont mis en place sur des échelles ultra-locales. Et puis après, donc, aussi une résilience sociale, quoi, avec une capacité au niveau de la commune à tout de suite mettre en place un filet de sécurité où personne passe à travers. Personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur ma commune de Châtellon-Trièves, j'ai une capacité à connaître tout le monde et je sais exactement qui a besoin de quoi. C'est-à-dire on est sur une veille sociale où on a des visages, la totalité des visages de notre commune. Et donc, on met en place des actions, si vous voulez, qui sont complètement... des actions qui correspondent exactement au profil des gens. C'est-à-dire que bon, moi, je suis aussi fonctionnaire territorial, mais ce qui m'a frappé en passant sur le rôle d'élu, c'est que pour moi, mon village, j'ai une image d'une mosaïque avec plein de visages, et je sais que pendant le confinement, personne n'est passé au travers de ça. On a mis en place, on a appelé tout le monde, on est allé voir les gens, il y a eu de la solidarité qui s'est mise en place, nos agents communaux sont allés faire les courses de première nécessité. Voilà, donc il y a vraiment, et là-dessus, ça c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important où je crois que finalement on a vraiment une capacité, en tout cas dans la veille sociale, à être exhaustif. Et puis enfin, moi ce qui m'a frappé, c'est notre capacité d'adaptabilité du service public et notamment du service public scolaire avec nos petites écoles de classe unique où en fait on n'a eu aucun problème à reprendre le cours de l'existence et à rouvrir nos établissements scolaires, c'est-à-dire les enfants ont été assez peu impactés du confinement. Merci, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai des problèmes de connexion. Il y a plusieurs réactions et questions juste avant de passer la parole à Aurélien. Je pense qu'il y en a une qui fait écho à ce que vous avez partagé, Cédric et Fanny.
Qu'on soit dans une commune rurale ou urbaine, le problème est, à mon sens, le manque de démocratie participative. Les maires ont un pouvoir exorbitant. D'ailleurs, on ne parle que d'eux et jamais des conseils municipaux. Le rôle principal des élus ne serait-il pas de mettre en place une véritable dynamique démocratique et de privilégier, favoriser les initiatives citoyennes? Moi, je voulais partager cette réaction, question, mais qui me semble un peu en lien avec ce que vous avez partagé aussi. Et il y a une question de Georges Ben-Samoun qui est les forces dirigeantes de l'économie, de la finance, des grands groupes industriels de la consommation ont pris tous les pouvoirs sans véritable contre-pouvoir et ignorent les organisations politiques et autres pour s'imposer. Ils ne craignent plus qu'un pouvoir, celui des citoyens, qui commencent à s'organiser localement. C'est à nous de faire en sorte que ce pouvoir s'exerce démocratiquement avec le respect du principe de subsidiarité. Et du coup, j'ai l'impression qu'on affine un peu le propos sur, en fait, est-ce que lutter contre cet ordre néolibéral, ça commence pas par le local et s'organiser en coopération avec d'autres échelles pour faire évoluer justement les cadres à d'autres échelles, donc nationaux, internationaux. Voilà, j'imagine que tu as envie de réagir, Aurélien, sur tout ce qui vient d'être dit. Je te laisse la parole et après, je laisserai la parole aussi à Elisabeth avant qu'on complète avec d'autres questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre sur Q et R. Merci. Oui, merci. Alors, il y a une autre question qui est venue dans la file et qui reprend le problème de la métropolisation, et je voudrais en dire un mot quand même, où la personne écrit que, bon, effectivement, c'est un souci, hein, cette expansion, cette prise de pouvoir des métropoles, mais que c'est une question d'aménagement national du territoire indépendant des politiques libérales européennes. Alors, autant je suis d'accord sur le fait que la métropolisation est un vrai problème, autant je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit indépendant des politiques libérales. Au contraire, la métropolisation est le produit d'une logique ultralibérale qui considère qu'on doit concentrer un maximum les richesses, pas simplement au niveau d'une classe aisée, mais aussi au niveau territorial. Et on a effectivement un effet d'agrégation, mais qui se justifie par le besoin de compétitivité économique. Et donc, cette métropolisation est quelque chose de structurant, mais qui ne vient pas simplement d'un aménagement du territoire pensé au niveau national. Ce n'est pas un héritage du jacobinisme français, c'est le produit d'une logique de concurrence. Et évidemment, le problème de cette métropolisation, c'est à la fois la confiscation de la démocratie au profit des villes-centres qui vont décider pour les communes périphériques. Et puis, évidemment, c'est un problème d'inégalité territoriale, puisque les services, la création de valeur, les personnes qualifiées vont se concentrer dans ces métropoles et voilà, les territoires ruraux risquent de n'avoir que les miettes de cette métropolisation. Et c'est un véritable problème. Je voudrais revenir sur deux choses rapidement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je n'ai pas cherché du tout à justifier la logique de concentration en matière de gestion, d'attribution de compétences. Je dis simplement que pour affronter la finance internationale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, enfin, on n'est pas, en tout cas pour moi, on n'est pas là simplement pour voilà, relocaliser gentiment la production maraîchère ou faire un peu d'aménagement durable du territoire à un niveau local. Enfin, l'enjeu, c'est quand même d'affronter les multinationales, la finance internationale. Et je suis désolé, ça, on ne peut le faire qu'à l'échelle d'une communauté politique large et pas simplement à une échelle locale. Et c'est ça le sujet, c'est-à-dire que voilà, si on se place dans une logique de gestion du système actuel, évidemment, on peut imaginer une gestion locale. Si on se place dans une logique qui, à mon avis, est la nôtre,
la mienne et celle du mouvement Utopia, de transformation écologique et sociale et de sortie du capitalisme néolibéral, cette question de l'affrontement se pose. Et par exemple, une régulation des mouvements de capitaux, qui est absolument indispensable pour sortir de cette logique du capitalisme néolibéral, ne peut s'imaginer qu'à l'échelle d'un État. Alors, évidemment, ça ne solutionne pas le problème. Quel gouvernement serait capable de mener cet affrontement? Ça, c'est une autre question. Deuxième chose sur laquelle je ne voudrais pas qu'il y ait d'incompréhension, je n'ai pas dit que les maires ou même les présidents d'intercommunalité ne pouvaient pas faire fonctionner la démocratie sur leur territoire. J'ai dit que si on lit les institutions locales ne sont pas plus démocratiques que les institutions nationales. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'obligation de recourir au référendum national pour casser le code du travail, par exemple, et de la même manière, vous n'avez pas d'obligation de recourir à un référendum local pour faire un aménagement stupide comme un aéroport ou comme voilà, des milliers de projets inutiles qu'on peut voir tous les jours. Donc, ça ne dépend que du bon vouloir des élus. Et donc, si vous avez des élus démocrates, vous pouvez espérer que les choses se passent bien, dans la limite des compétences qui leur sont attribuées, bien sûr. Et par contre, si vous avez des élus autocrates, la démocratie est confisquée. Et moi, j'en viens à ce que j'ai essayé d'imaginer dans le livre, c'est une réforme institutionnelle, une réflexion institutionnelle qui allie les deux niveaux, une réflexion sur les institutions locales et sur les institutions nationales. Parce qu'aujourd'hui, on a une séparation des compétences et un cloisonnement des compétences qui conduit à un cloisonnement du débat démocratique. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on débat au niveau national, quand les médias et le système politique nous le permettent, et puis il y a des choses dont on débat au niveau local. Et donc on a cette séparation des compétences que moi je pense qu'il faut remettre en cause. Et vous allez voir, je suis pour donner finalement plus de pouvoir au local, puisque je pense que toutes les questions nationales doivent pouvoir être débattues démocratiquement. Voilà, la réforme du Code du travail, la réforme des retraites, les services publics, la libre circulation des capitaux et des marchandises, la relocalisation, tout ça doit se débattre. Et on ne peut pas avoir de débat en profondeur si on ne s'appuie pas sur l'échelon local. Et si on imaginait un système où, comme le revendiquent les Gilets jaunes et d'autres, les grandes décisions politiques étaient soumises à un référendum national, à un débat politique national tranché par les citoyens. Et si le local était un espace où on pouvait débattre de tous ces sujets, et pas simplement du sujet de l'aménagement de la commune, ou est-ce qu'il faut construire ici plutôt qu'ailleurs, mais voilà, débattre des grands sujets politiques au niveau local, et qu'on puisse faire remonter de proche en proche ces débats, ces discussions, jusqu'à élaborer une proposition de loi et au final la soumettre à référendum, on aurait un système démocratique qui, en tout cas sur le papier, serait extraordinaire. Parce que le local permettrait tout ce que vous avez décrit, qui est une réalité, permettrait davantage de proximité, de solidarité, permettrait de profiter de production locale, d'espaces naturels, et on gérerait les questions de qualité de vie, mais on ne gérerait pas que ça. C'est-à-dire qu'on parlerait de politique, au sens de tous les sujets politiques au niveau local, et on pourrait construire une véritable démocratie du local au national. Voilà, et ça, je pense que c'est un sujet qu'il faut poser, parce qu'on a tout un tas de réflexions constitutionnelles sur comment est-ce qu'on pourrait redonner du pouvoir aux citoyens, mais en même temps, ces réflexions oublient souvent le débat de proximité, et puis inversement, on a tout un tas de réflexions sur la démocratie locale,
mais qui se limite finalement à une définition très réduite de la démocratie. Moi, ce que je voudrais, c'est que localement, on puisse aussi parler des grands sujets politiques et reconquérir ces grandes décisions. Merci. Du coup, ça fait écho à ce que tu disais, Fanny, tout à l'heure, et ta vision de ton rôle aussi de mandat d'élu local. Du coup, je vais te laisser la parole, et désolée, je squeeze la parole d'Elisabeth, mais tu pourras t'exprimer après, parce que tu as justement un conseil municipal dans pas longtemps, et donc je te redonne la parole pour que tu conclues avant de nous quitter, mais on continuera après. Oui, merci. Effectivement, j'ai un conseil municipal, je vais devoir vous quitter, mais moi, en tout cas, je me retrouve totalement peut-être sur cette redéfinition du rôle du maire, qui n'est plus, peut-être demain, sera pas tant un rôle de maire gestionnaire tel qu'on les a connus, à gérer son morceau de route et la tonte de ses espaces verts, mais va être plutôt l'animateur sur son territoire des conditions de débat sur voilà, la politique de manière générale, et sera le relais peut-être dans les différentes instances de cette parole, et devra faire vivre ce débat public et cette démocratie active. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je n'ai pas attendu qu'on me le dise pour le faire, et donc c'est comme ça que je vois mon rôle à Châtel-en-Trièves. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invité à cette conférence. C'était très intéressant, et je vous souhaite de bien continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt, très bientôt, Fanny. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat que je vais vous lire dans les Q&R. Comme j'ai été déconnectée, j'en ai perdu une partie. Donc, si c'est possible de me les renvoyer ou bien de les remettre, n'hésitez pas. Il y a Arthur Ben qui dit, puisque le thème est habité, que dire des transformations de l'habitat du monde rural et de ces nouveaux modèles? Si on pense aux travaux de Éric Charme, la figure du pavillonnaire domine le paysage dit rural français et ne semble pas incarner le projet de société débattu au sein d'Utopia. Que pensent les élus, intervenantes et intervenants de la transformation possible de cette part des territoires ruraux? Quels en seraient les leviers? Et un autre commentaire, le problème est de nos métropoles françaises et qu'elles sont conçues à une échelle trop réduite. Les métropoles allemandes et anglaises sont plus larges et intègrent plus facilement les communes rurales dans leur gouvernance. Voilà, je ne sais pas, Elisabeth, si tu veux réagir en premier lieu sur ce qui vient d'être dit, comme on a passé ton tour de parole. Mais en fait, je vais être très courte, et puis comme en fait on est aussi très complices et acteurs au sein d'Utopia, je vais laisser la parole aux deux intervenants. Je voulais juste dire un peu en réaction tout à l'heure à ce que j'introduisais, c'est que dans notre programme municipalisme, on parlait beaucoup des villes, et que l'instant du Covid a aussi montré qu'il n'y avait pas que des villes refuges, mais il y a aussi des villages refuges, qu'il y a aussi des espaces d'inventivité. Et par rapport à cette question dans la façon d'habiter et de changer le monde, je pense que ça a montré d'autres façons de se déplacer, de travailler, de consommer, de s'alimenter, de se relier, de pratiquer de la politique ou le politique autrement. Et on travaille aussi beaucoup à ces changements-là, ces changements qui sont culturels aussi, et tout leur impact qu'il y a jusqu'à des échelles de décision plus lointaines, plus supralocales en tout cas. Et je le redis, on ne conçoit pas nos travaux isolément sur le niveau local, mais bien sur des changements qui se répercutent et font tache d'huile avec d'autres échelles de décision, et notamment avec une nécessaire refondation des formes de l'État. Enfin, pour nous, ça nous paraît important à réinterroger et à travailler en proposition. Je voudrais juste dire qu'en termes de politique publique, il y a un travail formidable qui avait été fait en Espagne qui s'appelle l'Atlas del Cambio, qui recense un certain nombre de politiques publiques menées par différentes strates donc, de villages et de villes, donc justement avec un fonctionnement démocratique autre, sur des enjeux urbains, d'écologie, de commun, de participation, de féminisation de la politique. Et c'est quelque chose qui va nous inspirer beaucoup dans la suite de nos travaux justement à Utopia. Et on aimerait bien donner aussi un peu de valeur aux politiques publiques rurales, en tout cas au niveau communal, qui sont inspiratrices de cette façon d'habiter le monde différent, de le changer, tant dans les processus démocratiques, dans les formes de faire, que dans les résultats, les politiques qui sont menées, et parfois les combats qui les engagent à des échelles supérieures. Donc c'est un vrai rendez-vous qu'on vous donne à alimenter ce travail dans les prochaines années. Voilà, j'en finirai là, et puis je laisse la parole à Cédric et Aurélien.
Merci. Comme il nous reste 10 minutes ensemble, je vous propose de reprendre quelques minutes chacun. Comme je le disais, j'ai perdu les questions-réponses en étant déconnectée. Donc, si tu peux me les remettre, Geneviève, et n'hésitez pas voilà, à les ajouter là. Cédric, à toi. Oui, merci. Je vais reprendre la question sur l'habitat pour aller sur d'autres choses avec. La position qu'on a, enfin, que moi je défends, c'est de dire aujourd'hui, typiquement, plutôt que d'être que sur la question de la lutte contre l'artificialisation, dont on sait que c'est un des prérequis de la Convention citoyenne pour le climat, quoi qu'on en pense, on est toujours hémiplégique là-dessus. Hein. On sait qu'il faut faire des choses formidables, mais en fait, on regarde que la moitié du problème. Et nous, typiquement, on dit plutôt que d'aller seulement critiquer les élus qui ont fait du pavillonnaire, qui ont permis de faire du pavillonnaire, on peut expliquer pourquoi ils l'ont fait. Ça ne les excuse pas, ça ne les exonère pas, mais on peut l'expliquer notamment parce que le libéralisme, pour reprendre votre formulation, a imposé des mécanismes d'attribution de dotation qui font qu'il y a une course à l'échalote pour gagner des habitants, puisque plus vous gagnez des habitants, plus la valeur en euros, je parle bien en euros, de votre habitant, elle augmente. C'est le fameux 1 pour 2. Et c'est un questionnement moi, que je partage avec vous. On va pas y répondre maintenant parce qu'il est tard. Mais pourquoi le citoyen, quand on l'alerte là-dessus, ne réagit pas? C'est-à-dire pourquoi, quand nous, c'est une des gimmicks de notre association depuis bientôt 10 ans, de dire est-ce que vous trouvez normal que dans les mécanismes d'attribution de dotation, l'habitant du village de Fanny, il vale 62,50 € et celui, comme moi, lyonnais, où je crois savoir qu'il y a quelques Parisiens aussi dans la séance, vaut 128 €. Personne, il n'y a pas un mouvement social, pas un mouvement, etc., qui est venu dire mais c'est scandaleux, c'est horrible, enfin, c'est juste inimaginable qu'on puisse structurer l'organisation territoriale. Et effectivement, c'est un des vecteurs de l'accroissement de la concentration. Et donc, derrière, sur l'habitat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de villages de France, pas d'ailleurs que des villages qui ne sont pas attractifs, vous avez de la vacance, où vous avez même des logements habités, mais qui sont des passoires thermiques. Et là, bizarrement, il n'y a personne non plus pour se mobiliser, pour venir à la rescousse des élus, en disant ce serait quand même pas mal si on leur permettait de rénover ce bâti-là. Ça leur permettrait d'éviter de faire des bêtises et ça permettrait de contribuer à la lutte contre l'artificialisation. Et par ailleurs, ça répondrait à la demande sociale de l'expulsion de beaucoup de populations précaires du monde urbain qui sont reléguées du centre vers les périphéries, voire même bien au-delà. Et donc, cette question-là, elle est vraiment déterminante comme étant une des pistes de sortie pour avoir une dernière intervention peut-être plus optimiste. Vous proposer quelques pistes qui, moi, me paraissent vraiment importantes à creuser au long cours par rapport à votre mouvement. Fanny a insisté sur un point déterminant, c'est la question de la connaissance. Aujourd'hui, on ne sait pas traiter la connaissance des élus. Et je fais une parenthèse sur maires, conseils municipaux. Pour moi, ça n'existe pas. Nous, on a 550 000 élus en France. Oui, il y a une sacralisation du maire parce qu'à un moment donné, on va élire une personne qui va être le chef de la tribu. Mais formellement, alors pour le coup, dans mon réseau, ils le disent. Hein. Franchement, ils n'ont pas cette culte. Ils n'ont pas ce culte de la personnalité. Et quand ils disent, là, par exemple, dans le Covid, ça a été dit par Fanny, les gens, c'était le conseil municipal qui allait faire les courses dans la supérette qui a 15 bornes et qui allait amener ça chez les personnes âgées. Bon, donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus pour nous. Mais très clairement, là, il y a une piste, il y a une voie de sortie sur l'utilisation par la société dans sa globalité. Et c'est bien de vouloir former les élus, formidable, c'est très bienveillant, mais il faut aussi se former à partir de ce qu'ils vous racontent et ce qu'ils nous disent, quoi, hein. Et là, mon réseau, on est à disposition là-dessus. On avait déjà partagé un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place dans les communes rurales. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'enseignements à en tirer et qu'aujourd'hui, on est dans cet appauvrissement lié au fait qu'on ne regarde pas. Voilà. Donc ça, c'est un potentiel. Le deuxième, ça a été à un moment donné la question du contre-pouvoir. Moi, personnellement, je pense qu'à un moment donné, la commune est une forme de contre-pouvoir par rapport à l'État central, par rapport à des formes de domination autres. Pas le conseil municipal, hein, j'entends bien, la commune, c'est-à-dire justement cet amalgame entre des habitants et un pouvoir politique local. La question du cloisonnement, ça a été dit aussi par Fanny, il y a une disposition qui s'appelle la clause générale de compétence. Ça veut dire qu'en gros, un maire, s'il a envie de construire une université, il peut le faire.
Là où effectivement il va avoir des difficultés, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui qui l'en empêchent, enfin qui ralentissent sa procédure, mais formellement il a le droit. Donc ça décloisonne et ça revient à la question un peu de la question du traitement universel des questions à partir de n'importe quel point du territoire. Et puis, dernier point qui est pour moi, j'évoquais longuement tout à l'heure dans la première intervention, la deuxième intervention, la question du lien urbain-rural. Ne sous-estimez pas le désarroi du modèle politique libéral, si on le reprend votre adjectif, et plus simplement du modèle métropolitain aujourd'hui. Congestion automobile, pollution, précarisation des populations, etc. Et donc, à un moment donné, ils sont en train de se retourner vers des formes d'interpellation. Bien sûr, quand on sait qu'on a tort, on ne va pas dire qu'on a tort, on va essayer de contourner. Mais formellement, aujourd'hui, on voit quand même émerger, et encore une fois, je reprends à témoin la pratique qui s'est cristallisée au moment du Covid, 1,7 million d'urbains qui partent à la campagne. Il n'y avait pas que des Parisiens, il y avait des Lyonnais, des Marseillais, etc. Bon. Et cette question-là, ça veut dire qu'il y a un espace là aussi pour aller challenger ce modèle-là, parce qu'il montre ses limites dans l'appétence des gens qui y habitent à vouloir quitter et choisir un autre mode de vie. Et donc, c'est peut-être à bas bruit, c'est peut-être pas dans un rapport de force suffisamment structuré, mais c'est aussi des formes d'impact sur ces modèles-là de concentration. Et je pense que là, c'est pareil aussi, il y a une lecture, je vais dire, si ce n'est optimiste, en tout cas de visionnaire, de regarder ça comme étant quelque chose qui permette de sortir de ce modèle de la concentration dans une logique d'occupation et dans une logique aussi de prise en considération de, encore une fois, nous, ce qu'on appelle les aménités rurales, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, la planète ne fonctionnerait pas si on ne prend pas mieux en considération les territoires. Et je finis là-dessus, puisque c'est un des combats qu'on mène aussi, de dire aujourd'hui, par exemple, dans les mécanismes de dotation de l'État aux collectivités, la valeur de l'hectare, c'est 3,50 €. C'est ce que donne l'État aux communes pour gérer son hectare. Et donc, on voit bien qu'on n'est absolument pas là où il faudrait être. Et donc, ça fait partie de ces pistes sur lesquelles il faut aller travailler, c'est de dire le fait qu'on ait des rivières, le fait qu'on ait des forêts, le fait etc. Et ça ne peut être qu'un débat. Et quand on dit il faut que tous les débats politiques aient lieu dans les communes, je souscris. Et en particulier, et nous, on est prêt à le faire dans une logique d'accompagnement, d'éducation populaire, on va dire les choses comme ça, d'aller expliquer le monde rural aux urbains. Parce que moi, quand je vois les gamins qui sont dans la classe de ma fille devant un restaurant qui reçoit les cagettes de fruits et légumes et qui ne savent pas ce que c'est que le truc long et orange, je sais qu'on a du boulot, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Cédric. Je vais passer à Aurélien pour conclure aussi. Tu peux prendre 5 minutes. On a un petit peu de marge, mais voilà, si tu veux réagir. Oui, alors, bon, je vais peut-être conclure sur deux choses. Une chose dont qu'on n'a pas trop évoqué, et puis quelque chose qui revient assez souvent dans les questions qui ont été publiées là, dans la conversation écrite. Ce qu'on n'a pas trop évoqué, c'est en fait le fait qu'il n'y a pas que Utopia et les mouvements municipalistes qui s'intéressent au localisme. Le localisme est en train de devenir très à la mode et c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter. C'est-à-dire que, y compris les forces politiques qui nous dirigent, les forces économiques qui nous dirigent, parlent de localisme et vantent le localisme, mais pour des raisons qui sont dangereuses. Dans les raisons dangereuses, pour les pouvoirs publics, quand les pouvoirs publics flattent le local dans les discours, même si les gouvernements successifs ont maltraité à un point incroyable les territoires ruraux, il y a l'idée de transférer au local finalement les conséquences de la gestion des conséquences de la mondialisation. C'est-à-dire que ces politiques libérales qui se mettent en place au niveau supranational et qui sont relayées par les gouvernements successifs,
qui ont des conséquences désastreuses sur les territoires, eh bien, on est en train de transférer la gestion de ces conséquences aux élus locaux, aux territoires, et notamment les territoires les plus défavorisés, et notamment les territoires ruraux. Et donc ça, c'est quelque chose de grave. Et puis, c'est un discours qui est absolument insupportable, parce que, voilà, en même temps, on maltraite le local et on explique que tout doit se régler au niveau local. Voilà, les questions de changement climatique, par exemple, certaines questions sociales, alors que voilà, elles sont générées par les politiques internationales, européennes et nationales. Et puis ce qui est inquiétant aussi, évidemment, c'est la récupération du local par les nationalistes. Alors c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Je pense notamment voilà, à la Belgique, à l'Italie, où voilà, les mouvements nationalistes ont compris que le local leur permettait de faire la jonction entre l'identité, les questions identitaires, et les questions d'environnement et de proximité. Voilà, cette récupération est extrêmement dangereuse parce qu'en même temps, on a cette critique de la mondialisation, ce repli sur le local identitaire, et que tout ça, malgré tout, a une certaine cohérence. J'ai peur malheureusement qu'au niveau du discours, ce soit relativement efficace. Et je crois que ce qu'il faut, nous, c'est qu'on tienne un discours également cohérent, et qu'on donne une perspective de rupture avec l'ordre économique et politique libéral, et qu'on décrive les différents niveaux de rupture, et qu'on explique que oui, effectivement, le local est un lieu de résistance, un lieu d'expérimentation, un lieu de création d'alternatives, un lieu d'expression démocratique, que tout ça c'est précieux, mais que c'est pas suffisant. Que c'est pas suffisant parce que tant qu'on ne reprendra pas la main sur les grandes décisions politiques, eh bien, on sera coincé finalement. Et cette question de la reprise en main n'est pas simple. Dans les messages, voilà, on voit bien que l'État est décrédibilisé, ce qui est normal, puisque on vit aujourd'hui dans un État libéral, avec des restes d'État social, mais on vit dans un État libéral qui est complètement acquis aux thèses du libéralisme économique. On vit dans une Union européenne ultralibérale qui, elle aussi, est acquise au libre-échange et à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et on vit dans un État qui est, dans un monde qui est dominé par les grands pouvoirs économiques. Et donc, il va falloir penser des ruptures, et il va falloir penser la façon dont on peut généraliser les expérimentations qui sont menées au niveau local, mais aussi dont on va pouvoir préserver ce qui reste d'État social. Et donc, je crois que cette articulation est extrêmement importante à décrire d'un point de vue théorique, et qu'ensuite, il faudra se confronter à la réalité qui est tout autre, c'est-à-dire comment conquérir ces espaces de pouvoir. Voilà, moi je pense que l'espace européen, il faut faire une croix dessus, hein. Les institutions européennes sont tellement antidémocratiques qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là, qu'on peut effectivement conquérir des espaces locaux de pouvoir, mais qui n'ont pas la capacité suffisante pour affronter les grandes puissances économiques, et que donc il va falloir se confronter à l'État et penser l'État autrement que par l'État libéral qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est le grand défi qu'on a. Vraiment, cette articulation, et j'étais très content d'entendre une maire militante et qui défend le localisme dire en même temps
qu'elle ne rejetait pas par principe l'État, parce qu'effectivement, l'État, ce n'est pas simplement le gouvernement, ce n'est pas simplement la police qui tape sur les manifestants, c'est aussi le service public, c'est le service public hospitalier, c'est l'éducation, c'est la protection sociale. Et voilà, il y a encore des choses à sauver, à préserver et à reconstruire au niveau de la communauté politique nationale. Merci beaucoup Aurélien. On arrive à la fin de cette séquence et de cette plénière. Je vais juste lire quelques réactions de quelques personnes. Désolée de ne pas avoir pu faire circuler la parole. On avait très peu de temps avec une table ronde assez complète, mais j'espère que vous avez pu entendre des réactions à vos questionnements et réactions que vous avez posées. La commune est le seul échelon de contre-pouvoir accessible en 2020 avant la disruption politique finale, avant ou après l'effondrement. Oula, il y a beaucoup de réactions, excusez-moi. Vanessa Weck qui dit « La question de l'appropriation du citoyen et de l'exercice de son rôle est effectivement importante. Tout ne peut pas reposer sur le maire uniquement au-delà de sa bonne volonté. » Et Cédric également qui réagit à l'écrit, oui, sur le citoyen, regardez Joe Spiegel à Kingersheim qui finalement arrête aussi parce qu'il estime que l'implication de ses citoyens ne joue pas le jeu de l'engagement, ou encore d'autres maires qui se désespèrent de voir le rôle du maire pour régler leurs propres problèmes sans penser à l'action publique. Plus d'éléments sur notre réseau, donc il y a le lien du site de l'Association des maires ruraux de France. Merci à tout le monde, merci aux intervenantes et intervenants, à Fanny qui nous a quittés un peu plus tôt et qui est en train d'exercer son mandat d'élu local, à Cédric Zabot et Aurélien Bernier de votre disponibilité de nous avoir rejoints également, et Elisabeth Do, ma collègue favorite, avec Alice bien sûr, et du coup d'avoir participé à ce débat. Je vais passer la parole à Franck pour la suite et à bientôt pour de nouveaux échanges sur tout ça. Merci.